Merci de nous rejoindre pour décryptage sur Niveau d'Info. Les Guinéens sont appelés à voter en septembre 2025 lors d'un référendum pour une nouvelle constitution du pays, présenté le 26 juin dernier au général Mamadi Doumbouya, président de la transition. Le projet de loi relative à la nouvelle constitution doit ouvrir la voie à un retour à l'ordre constitutionnel compromis par les militaires. On en parle avec vous. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Les autorités guinéennes ont présenté donc le projet de nouvelle constitution qui sera soumise à référendum en septembre 2025. Mais quelles sont les dispositions prises par les nouveaux textes? Les autorités guinéennes vont effectivement respecter un des engagements qu'ils avaient pris et qui n'avait pas été respecté jusqu'à présent, elles ont choisi de passer par une réforme de la Constitution avant d'aller aux élections. Ce qui n'était pas obligatoire puisque la Guinée a fait des élections avec la Constitution qui était là. Et malheureusement, cela a été retardé pendant longtemps. Même à un certain moment, il y avait du doute puisqu'on entendait un responsable du gouvernement dire ça va se faire en septembre, un autre dire que ça pourrait ne pas avoir lieu. Bon, aujourd'hui, les choses sont claires. Il y aura, nous l'espérons, bel et bien un référendum dont la date a clairement été fixée. L'objet du référendum, c'est la Constitution qui a été mise à la disposition des Guinéens. C'est une très bonne chose a priori, puisque je défends toujours le fait qu'il faut donner la parole aux populations. Le référendum est une façon de donner la parole aux populations. Mais en donnant la parole aux populations, est-ce qu'on pose aux populations la question qui les intéresse le plus? Ici, quand vous regardez le processus, les militaires guinéens se sont organisés pour s'installer correctement au pouvoir, aller vers un référendum, pour aller vers des élections qu'ils vont gagner. En ce moment, je disais que le principe, il est bon, mais le principe, il est également pollué par la façon dont le principe est utilisé. Le deuxième élément qui pose très souvent problème dans les référendums, on les transforme en plébiscite par rapport au chef de l'État. Si le chef de l'État propose de voter oui, ou si le chef de l'État propose de voter non, on fait campagne pour le chef de l'État. Au lieu de faire campagne pour le oui, ou bien pour le non. Ce qui également fausse l'esprit d'un référendum où on vous a proposé un texte de constitution. Il y a des éléments dans le texte. La première chose à faire, c'est de faire connaître ces éléments aux populations. Et libre aux populations de dire moi je vote non parce que sur tel aspect de la Constitution je ne suis pas d'accord. Pour qu'on voit vraiment la population prendre la parole, mais ce n'est pas le cas. On a insisté sur les nouveautés, un mandat qui passe de 5 à 7 ans. On a insisté sur la Cour spéciale qui va juger le président de la République et les ministres, pendant que la même Constitution contient également une clause qui les met presque en dehors de la justice sous la forme d'un parapluie, avec ce que la Constitution appelle une immunité civile et pénale. Il y a le Sénat qui va être créé, donc il y a des éléments nouveaux, mais bon, comme d'habitude en France, comme d'habitude au Sénégal, comme d'habitude dans nos pays africains, je veux dire, la Constitution est une copie pratiquement de l'ancienne Constitution, plus quelques éléments qui ont changé. Justement, j'allais demander quelles sont les différences, qu'est-ce qui diffère de ce nouveau texte des anciens, mais surtout en termes de structure du pouvoir et des droits des citoyens. Il n'y a pas grand-chose malheureusement, bien que ce qui nous avait été proposé par le président guinéen lui-même, tout comme par ceux qui le soutiennent, c'est une constitution qui ressemble aux Guinéens, c'est une constitution qui rassemble les Guinéens, c'est une constitution qui n'est pas du copier-coller. Tous ces trois éléments sont des éléments extrêmement importants et quand il l'avait dit à l'époque, tous les Guinéens étaient d'accord, mais beaucoup de Guinéens vont être déçus aujourd'hui. En quoi la constitution actuelle ressemble aux Guinéens? Parce que pour moi, une constitution qui ressemble à des gens, c'est une constitution qui s'appuie sur les réalités du pays pour construire le droit. Parce que le droit, c'est ça. Ils disent qu'ils ne font pas du copier-coller, c'est du copier-coller. Parce que l'ancienne constitution était du copier-coller. Plus de 80% de l'ancienne constitution est revenue. Donc c'est le copier-coller d'un copier-coller qui est encore là. Ils disent une constitution qui va rassembler les Guinéens. Ben, elle est loin de rassembler parce que quand vous écoutez les Guinéens sur cette affaire, tout le monde est d'accord sur le principe, mais le processus
les partis d'opposition ne sont pas du tout d'accord, des organisations de la société civile ne sont pas d'accord. N'oublions pas que depuis l'ancien président, il y a même ce qu'on appelle le FNDC, un front pour la défense de la constitution guinéenne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent qu'un certain nombre d'éléments soient dans la constitution guinéenne, et ces éléments, quand un président vient, il se taille une constitution à sa dimension. Bon, pour provoquer un peu, quand vous regardez Doumbia, il n'a pas la même taille que l'ancien président. Donc il fallait ajuster la constitution par rapport à sa taille, parce que ça semble très ridicule, mais malheureusement, c'est ce que nos politiques font, et ce n'est pas sérieux du tout quand on veut faire avancer un pays. La constitution, c'est le texte fondamental. Ce n'est pas un texte à recoudre tous les 2 ans, tous les 3 ans, parce qu'on veut être candidat ou on veut empêcher à quelqu'un d'être candidat. Et quelles pourraient être les conséquences si la majorité des citoyens guinéens rejettent ou acceptent cette nouvelle constitution? En fait, si le oui l'emporte, Doumbia a gagné. C'est pourquoi j'ai dit malheureusement, si c'est un vrai référendum, si le oui l'emporte, on devrait dire le peuple guinéen a gagné. Mais ici, il faut être clair, si le oui l'emporte, Doumbia a gagné. Il a un boulevard pour être candidat, puisque la Constitution lui permet d'être candidat, contrairement à ce que la charte de transition avait eu à dire, contrairement à ce sur quoi lui-même il s'était engagé. Et ça, on le voit à travers des gens qui ont fait campagne clairement pour le président de la République. On les voit dans les médias internationaux, décréter que sa candidature est normale, naturelle, etc. Bien que lui, il ne s'est pas encore officiellement prononcé. Donc, en ce moment, Doumbia a gagné. Mais si les Guinéens disent non, Doumbia a perdu. Parce que ça sera un rejet, pas seulement de la Constitution, mais de l'ensemble du processus en Guinée depuis le début du coup d'État jusqu'à présent. D'ailleurs, un des porte-parole du FNDC l'a dit. Quand on lui a posé la question, lui, il n'a pas répondu à la question en termes de oui ou non qui gagne. Il dit non parce que la Constitution permet au général Doumbia d'être candidat. On a remis en cause tout le processus de transition. Vous voyez que lui, il ne cherche pas qui dit oui qui dit non, mais il considère que le processus est faussé si Doumbia doit pouvoir être candidat avec cette constitution. Ce qui veut dire qu'il n'est même pas dans une logique de dire oui ou de non, il rejette tout le processus, y compris bien sûr le référendum sur la nouvelle constitution. Et 4 ans après son arrivée au pouvoir, mais quel regard, quelle analyse faites-vous de la politique, de la gestion de Mamadi Doumbouya? Comme tout ce qui vient d'arriver au pouvoir, quand il est arrivé au départ, il a voulu se faire accepter. On se rappelle ce qu'il avait dit, sa boussole, ça va être la justice. On est très loin de ça aujourd'hui. Il faut le dire clairement. On est là, nous sommes le 9 juillet. C'est le 9 juillet de l'année passée que disparaissaient 2 Guinéens du Front National de Défense de la Constitution, Fonike Mengue et Mamadou Biloba. Imaginez ce que vivent les familles de ces 2 personnes. Ils ont été enlevés par des hommes en uniforme, cela a été documenté. Par des ONG qui sont venus faire ce travail, ça a été documenté, c'est des hommes en uniforme qui les ont enlevés. Depuis lors, aucune information. Imaginez dans quoi vivent ces familles. Pire, il y a notre collègue, notre confrère Habib Marwan Kamara qui a été enlevé dans les mêmes conditions. Il y a pire encore, vous avez Abdoul Sahou tout récemment qui lui, quand il a été enlevé, a été torturé, laissé pour mort. Heureusement, il ne l'était pas. Les gens l'ont découvert pour aller amener à l'hôpital dans un piteux état. Quand on parle de liberté, quand on parle de démocratie, quand on parle de république, cela n'en fait pas partie. On aurait compris qu'il y ait une enquête, qu'on montre aux gens l'enquête, qu'on montre aux gens les éléments obtenus par l'enquête, mais absolument rien n'a été fait, de sorte que vous avez 25 ONG, plusieurs ONG guinéennes et des ONG internationales qui réclament ne serait-ce que l'information. Qu'on dise clairement ceux qui ont disparu depuis 1 an, parce que quand on a fait une enquête, on peut savoir que la voiture qui les a pris est allée vers telle direction, au moins quand même. Mais aucun élément d'information, alors que ceux qu'on a pris, ceux qu'on a bastonnés, ceux qu'on a torturés, et ce ne sont pas les seuls, tous se sont prononcés contre le régime guinéen.
Il y a une autocensure au niveau de la presse guinéenne. Il y a des médias qui ont été fermés. Il y a des partis politiques qui ont été suspendus. Il y en a d'autres qu'on dit qui ne sont pas conformes, qu'on a interdits. Il y a le parti de Seydou Dalein Diallo qui, dans des élections normales en Guinée aujourd'hui, a de fortes chances de remporter les élections parce qu'un des membres du parti est le porte-parole du gouvernement. Le parti veut organiser son congrès. Le gouvernement veut imposer que le parti organise le congrès avec son porte-parole. Alors que le parti considère que ce porte-parole-là ne fait plus partie du parti. Ils l'ont exclu. Mais vous voyez que dans ces conditions, malheureusement, on a un régime militaire qui devrait permettre de démontrer que les civils sont des incapables, parce que c'est ce que les militaires nous disent indirectement, qu'eux, ils vont venir faire les choses normalement. Mais ce qu'il fait actuellement, je ne vois pas en quoi c'est mieux que ce qu'un ancien président civil avait fait en Guinée, sans compter que quand il y a manifestation, il y a encore des morts, comme il y en avait avec l'ancien président de la République. Et dans ce contexte, en quoi est-ce que cette nouvelle constitution pourrait-elle influencer la stabilité politique et la gouvernance en Guinée à moyen, voire à long terme? Je disais à l'entame de cette émission que sur le principe, c'est une bonne chose. Oui. En fait, quand je dis sur le principe, c'est que normalement, si les choses avaient été faites comme il se doit, la Constitution devait permettre aux Guinéens de partir sur une nouvelle base, de prendre des décisions fortes et de sortir de ces débats de on enlève ici, on augmente là-bas. Mais cette base est déjà faussée. Ce qui va se passer quand la Constitution sera adoptée par une majorité des Guinéens. Ceux qui n'ont jamais été pour, mais ils continueront à être contre. Et quand je dis ceux qui n'ont jamais été pour, vous avez ceux qui iront voter pour dire oui, vous avez ceux qui iront voter pour dire non, mais vous avez ceux qui considèrent que ce n'est même pas la peine d'aller voter parce que les gens l'ont organisé pour eux-mêmes, ce n'est pas pour la Guinée. Alors que ça devrait être un temps extrêmement fort pour un pays, pour un dialogue au niveau des médias, en langue nationale, pour que tout le monde comprenne les enjeux de ce que l'on veut faire, pour que quand une décision est prise, qu'on ait une constitution qui ait le maximum de consensus. Parce que c'est là où ils ont raison quand ils disent qu'il faut que ça soit quelque chose qui rassemble les Guinéens. Mais ici, on a exclu les Guinéens. Comment est-ce que la société civile et les partis politiques se mobilisent face à cette nouvelle réforme constitutionnelle? Les partis politiques et la société civile guinéenne, tout comme les journalistes, n'ont pratiquement plus de marge. Tout le monde les connaît avec leur capacité de mobilisation des populations. Aujourd'hui, quand vous annoncez une manifestation, tout le monde a vu comment Conakry en particulier est barricadé à tous les niveaux pour ne pas permettre aux gens de pouvoir manifester. Et même dans ces conditions, les petits espaces de manifestation qui restent, quand vous le faites, on parle de mort d'hommes. Qu'est-ce que les partis politiques peuvent faire? Qu'est-ce que la société civile peut faire quand on vous interdit de manifester? Quand vous manifestez, il y a des morts, des blessés et des prisonniers. Et pourtant, paradoxalement et curieusement, on peut manifester pour le président de la République. Mais il n'est pas permis de manifester contre le président de la République. Mais ça fait partie des paradoxes que l'on vit dans un certain nombre de nos pays. Et la Guinée n'est pas un bon exemple sur ce côté-là. Et quels sont les défis majeurs à relever pour que ces transitions constitutionnelles contribuent réellement au développement, mais également à la paix en Guinée? Le défi majeur, c'est l'inclusivité. À chaque fois qu'on fait une médiation dans un pays en difficulté, un des facteurs pour effectivement sortir des difficultés, c'est l'inclusivité. Quand je dis inclusivité, vous avez une bonne partie des opposants guinéens qui ont quitté le pays. Ceux-là, quand vous leur parlez de Guinée de demain, est-ce que vous pouvez les avoir? Non. Même s'ils s'opposaient à l'intérieur du pays, à l'extérieur, de façon générale, l'opposition devient encore beaucoup plus radicale par rapport au pouvoir qui est en place. Parfois même, ça dévie l'opposition de son rôle. Parce que quand on s'oppose, on ne s'oppose pas à une personne. On s'oppose à un système. On s'oppose à une proposition que la personne fait. On s'oppose à un projet de société. Ce n'est pas Doumbouya qui va être le problème en tant que personne, parce que Doumbouya, il va disparaître d'une façon ou d'une autre. Mais Doumbouya veut gouverner la Guinée. Voilà comment il veut le faire. Je ne suis pas d'accord. Voilà son projet économique. Je ne pense pas que ce soit le meilleur projet économique. C'est ça un débat politique. Mais des opposants, et pas des moindres, ont quitté aujourd'hui la Guinée. Ceux-là,
la constitution qui rassemble. En tout cas, eux, ils ne font pas partie de ceux-là que la constitution rassemble. Mais ils ont des partisans en Guinée. S'ils donnent un mot d'ordre de voter non, s'ils donnent un mot d'ordre de boycotter le référendum, vous voyez que quel que soit le résultat du référendum, même si ça devenait 100%, le 100% ne reflète pas la réalité de la Guinée, parce qu'il y aura une bonne partie des Guinéens qui ont décidé de se mettre en dehors de ce référendum. Y a-t-il des enjeux par rapport au référendum? Est-ce qu'il y a des inquiétudes à se faire, notamment quant au taux de participation à ce scrutin? Ça va être un des éléments les plus scrutés. Mais malheureusement, en Afrique, on connaît comment on gonfle les taux de participation, les pourcentages. Donc, ça devait être un élément important pour savoir. Parce que moi, comme je le dis tout le temps, je suis pour qu'on donne la parole aux populations. C'est une occasion pour voir est-ce que, d'abord, les Guinéens ont répondu. On a vu le Mali faire son référendum. On nous disait à l'époque que 95% de la population était pour le pouvoir. Quand vous regardez le taux de participation et les résultats, il y avait un décalage par rapport à des chiffres qu'on nous avait donnés sur des sondages qui avaient été publiés. Donc en Guinée, on va scruter exactement la même chose pour voir est-ce que ce qu'on nous dit, c'est ça la réalité. Maintenant, le problème avec l'Afrique, c'est quelle valeur on peut donner à des chiffres qui sortent d'un processus électoral en Afrique, alors qu'on sait parfaitement que dans une bonne partie de nos pays, les chiffres qui sortent des élections, référendums, présidentielles, législatives, sont des chiffres truqués. Alors que pourtant, c'était ça les bons éléments pour faire une analyse, pour savoir quelle est la représentativité de telle personne, quel est le poids de tel parti, mais tout est faussé à partir de cela parce que il y en a qui veulent aller au pouvoir, il y en a qui veulent rester au pouvoir. On fausse le jeu politique quand les chiffres qui sortent des urnes ne sont pas exactement ce que la population a mis dans les urnes. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.